maintenant l'heure dans toute liberté sur LTCI. Joie de vous retrouver jusqu'à 10h au menu de ce mardi 24 septembre. À l'ONU, hier, Trump a frappé fort encore. Pour lui, le multilatéralisme, c'est l'impuissance, le droit, un carcan. Mais derrière, c'est ce qu'on pourrait appeler provocation, une vraie question. Nos démocraties, à force d'empiler les règles, ne finissent-elles pas par étouffer les libertés qu'elles prétendent protéger? Et puis, on parlera aussi de Giorgia Meloni. Comment expliquer que l'Italie, hier à la ramasse, devienne le bon élève de l'Europe en toute liberté? C'est tout de suite sur LCI. Merci beaucoup. Avec nous sur ce plateau ce matin, Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonjour Blanche. Christophe Barbier. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Guillaume Auda, vous êtes grand reporter. Et Lumila Acone, et vous êtes historienne, spécialiste de l'Italie contemporaine. Et qui dit Italie et dit pasta, mais dit surtout Claudia, qui nous a quittés hier. Un extrait d'un film de sa légende. Alors, Christophe, cette Française qui commence à paraître la plus belle italienne de Tunis, et puis elle fut cessée, Claudia Cardinale. Ah oui, c'est toute la Méditerranée que l'on visite avec ce parcours incroyable. La Méditerranée du feu, évidemment, le feu qu'elle avait dans les yeux, le feu qu'elle mettait aussi dans son jeu parfois, et puis la Méditerranée de cette grande classe. Il y a une élégance, il y a une silhouette, et il y avait quelque chose chez elle qui échappait au temps, au sens où ce n'est pas une beauté datée. Elle n'est pas dans les canons de la beauté des années 40 ou des années 60. Elle a une beauté immarcessible qui traverse les décennies. Immarcessible. Ah, vous avez osé le immarcessible, oui, Christophe. Ça lui va tellement bien. Immarcessible, je vais le mettre dans mon cahier de vocabulaire. Les yeux d'émeraude, comme cela, qui n'ont pas pris une ride, même si elle avait accepté, elle aussi, de se laisser vieillir sans chercher à tricher. Et ça rajoutait une qualité. Sa sincérité dans son jeu, c'était aussi sa sincérité dans sa vie. Blanche, un petit mot sur l'immarcessible Claudia Cardinale. Une filmographie immense. Moi, je suis une immense fan de Fellini, donc je pense évidemment à 8,5. Ça tombe à merveille, puisque ce sont les images qui l'accompagnent. Non, le guépard, évidemment, on l'a vu. Donc une formidable actrice qui va nous manquer. Dans le Guépard, elle est avec de Visconti, elle est aux côtés d'Alain Delon, qui était un des plus beaux hommes que la création ait jamais porté. Bon, avec Robert Redford évidemment. Quel film quand même. Ouais, magnifique film de Visconti. Il faut que tout change pour que rien ne change. Phrase qu'on a beaucoup répété d'ailleurs pour qualifier la situation politique. C'est du Guépard, et la scène qu'on a vue, c'est une scène de bal qui dure des heures et des heures, mais qui est magnifique, où tout est rutilant, scintillant, magnifique. Et Claudia Cardinale, vous savez ce qu'on dit des étoiles, elles brillent sans qu'on puisse les atteindre. C'est véritablement une étoile qui s'est éteinte au firmament du cinéma mondial. Elle faisait du Visconti, de Fellini, effectivement 8,5, mais elle faisait aussi des films populaires avec son inimitable, pardonnez-moi, accent français. On le lui a reproché d'ailleurs en Italie, on l'a doublé en Italie. Ah bon ? Ouais. En italien, justement parce qu'elle parlait italien avec un léger accent français. Enfin, voilà, elle est sublissime et c'est une grande perte après Robert Redford. Quoi dire ? Alors déjà le Guépard et puis cette fameuse phrase dont vous parliez, tout changer pour rien ne change. En fait, c'est de Tomasi di Lampedusa. C'est l'auteur du livre, voilà, du roman à partir duquel ce magnifique film a été fait. C'est effectivement quelque chose de très actuel aussi, et c'est en tout cas une actrice engagée dans tous les points de vue, y compris avec son époux qui était lui-même réalisateur et avec lequel elle a fait un certain nombre de films. Merci beaucoup Ludmilla. Allez, on passe à la une. Et à la une, la France qui cherche sa sortie de crise désespérément. 5 PM, 5 premiers ministres en 3 ans, je me trompe pas, Christophe. Oui, toujours pas de budget, toujours pas de gouvernement et encore moins d'accord de gouvernement. Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, reçoit les syndicats ce matin encore. Mathieu Desmoulins, vous êtes à Matignon. Il est question d'ultimatum, Mathieu ?
les représentants du patronat avec... Oui, les syndicats qui franchiront les grilles de Matignon à 10h30 viennent ce matin avec une liste de revendications sous le bras. Et ils attendent cette fois des réponses précises de Sébastien Lecornu qui, selon leurs termes, était resté flou lors de leurs échanges, notamment la semaine dernière. Le Premier ministre le sait, il va devoir jouer l'apaisement, montrer lors de cet entretien sur quel point précis il est prêt à des concessions. Est-ce par exemple, comme le poussent certains en Macronie, sur la réforme des retraites, sur la fiscalité aussi des grandes entreprises, des plus hauts patrimoines ou encore sur le pouvoir d'achat. Il y a une question de curseur aussi à trouver dans l'entourage du Premier ministre, car de l'autre côté, eh bien, le Premier ministre est pris comme entre deux feux avec le patronat qui montre les muscles. Les organisations patronales et notamment le MEDEF seront reçues en début d'après-midi dans la foulée de ce rendez-vous. Et le MEDEF menace déjà d'un grand meeting avec des milliers de patrons dans les prochains jours pour faire encore monter la pression sur le locataire de Matignon. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins. Mathieu Desmoulins qui tient de son parapluie aussi bien que la reine d'Angleterre. Vous vous souvenez de cette photo avec Anne Hidalgo ? Il y avait la petite reine d'Angleterre derrière Anne Hidalgo qui tenait son petit parapluie. Merci beaucoup Mathieu. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors que la France s'enlise dans des crises politiques, on s'est demandé sur le plateau Dans toute liberté, et si on regardait du côté italien, parce que regardez, il y a 3 ans, Giorgia Meloni arrivait. Regardez cette une de Libé, on dirait un peu Satanas et Diabolo en un seul corps, c'est-à-dire que toutes les peurs mènent à Rome, fascisme en Europe. On attendait vraiment le grand méchant loup fasciste qui devait déferler en Europe. Et finalement, 3 ans plus tard, c'est un news magazine de centre mou, de centre droit, comment on dirait ça ? Je l'ai dirigé, je voulais ça va leur faire plaisir, l'Express. Du centre engagé. Voilà, du centre engagé, l'Express. Centre colonne vertébrale. Qui fait sa une sur cette même Giorgia Meloni. On dirait qu'elle a eu un totem d'immunité. C'est une chaîne, on est près de TF1, c'est dans son Koh-Lanta, elle a son totem d'immunité. Est-ce que elle était donc l'Italie l'homme malade de l'Europe? Elle a retrouvé une stabilité, un gouvernement stable qui fait envie à la France. Elle emprunte désormais au même taux que la France, Ludmila Akon. En fait, est-ce que c'est un génie politique, Giorgia Meloni, ou est-ce qu'elle profite simplement de la faiblesse des autres leaders européens? Elle a effectivement, il y a la faiblesse des autres leaders européens. C'est une femme qui a des qualités politiques indéniables. Elle est aussi très entourée. Elle est très entourée parce qu'elle a été quand même mise en place, si vous voulez, par toute une série de leaders politiques. D'abord Berlusconi, qui a fait une partie de sa carrière. Et puis aussi, elle a été beaucoup aidée par Ursula von der Leyen et Mario Draghi, qui la chapeautent, si vous voulez, en permanence. C'est-à-dire, c'est eux qui vraiment donnent les conseils qui vont intervenir souvent sur des questions surtout économiques. Surtout sur des questions économiques. Après, il y a le fait que elle est arrivée après le Covid. Donc elle a eu le jackpot des 194 milliards de l'Europe. C'est-à-dire déjà une situation quand même très difficile à la base. Donc il faut toujours partir du point de départ. Ouais. Et voir que le point de départ était extrêmement difficile et qu'ensuite il a fallu qu'elle montre patte blanche pour pouvoir accéder à ces fonds de reconstruction. Christophe Barbier, c'est une politique extrêmement pragmatique. Giorgia Meloni, en fait, c'est une vraie politique. Oui, bien sûr, c'est une vraie politique. C'est-à-dire qu'après avoir tenu toute une série de promesses électorales pour gagner et rassembler en effet cette myriade d'électeurs après une période compliquée, eh bien, elle a fait le tournant de la réalité, du réalisme et du pragmatisme avec un mentor qui s'appelle quand même Mario Draghi, qui a été quand même très important, fournissant une sorte de feuille de route. Et puis, une complicité, le mot est peut-être excessif, mais une compréhension avec Ursula von der Leyen. Plus que ça. Voilà, je dirais plus que ça. Complicité, j'ose pas aller jusque-là, mais peut-être qu'il faut aller jusque-là. Que main dans la main, ces deux blondes, la germanique et l'italienne, eh bien, réussissent... On a 3 sur le plateau. Voilà, réussissent à faire du gagnant-gagnant. Mais les femmes blondes, c'est génial, regardez, oui... Blanche, vous avez évoqué le fait que effectivement on empruntait désormais au même taux que l'Italie, mais il y a quand même un certain nombre de facteurs macroéconomiques qui sont quand même pas réjouissant. Alors on l'a dit, un des principaux moteurs de la santé, en tout cas du rattrapage économique de l'Italie, c'est Next Generation EU, donc ce fonds post-Covid de près de 200 milliards sur 5 ans attribué à l'Italie. Mais quand on regarde les indicateurs macroéconomiques dans le détail, on voit quand même que la dette reste en pourcentage du
PIB très supérieure à celle de la France. Alors certes, très supérieure, ils sont à 130 et 137,9 et nous on est à 114 quelque chose. Donc c'est quand même très supérieur à la nôtre. Quand on regarde le taux de pauvreté, on voit qu'il a beaucoup augmenté en Italie ces dernières années, y compris aussi le taux d'extrême pauvreté chez un certain nombre de ménages italiens. La productivité stagne. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'enthousiasme autour de la personnalité de Meloni, mais quand on regarde les indicateurs dans le détail, j'ai l'impression qu'on regarde un petit peu ce qui nous arrange et puis on oublie souvent de dire ce que vous avez parfaitement répété au début de l'émission, à savoir que le principal moteur de tout ça, c'est Next Generation EU et ce sont des fonds qui ont été libérés et heureusement qu'il y a cette bonne entente avec la Commission parce que comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un d'extraordinairement pragmatique et donc s'il y avait une relation conflictuelle avec Ursula von der Leyen, ça pourrait mettre en péril l'obtention de ces fonds post-Covid. Mais ce qu'elle a réussi quand même, Ludmilla, c'est elle a réussi à faire de la coalition de la droite. Il y avait déjà une coalition de la droite. N'oublions pas que Giorgia Meloni a été mise en place, enfin, elle est introduite par Tremonti, qui était le ministre des Finances de Berlusconi. Donc, dès le départ, elle a eu cet appui du berlusconisme, bien qu'elle vienne d'un parti qui est objectivement un parti néofasciste dans son ADN. Donc il a fallu qu'elle continue cette coalition qui avait déjà été faite par Berlusconi et en plus avec une surveillance de l'Europe qui a été vraiment en tant que telle affirmée et Ursula von der Leyen est plus qu'une conseillère. D'ailleurs, il a été critiqué aussi, Giorgia Meloni, parce que lorsqu'il y a eu le vote de défiance sur Ursula von der Leyen, malgré ses propos d'avant la campagne, elle a voté en faveur. Donc, elle a sauvé la peau d'Ursula von der Leyen. Il y a quand même un donnant-donnant dans cette histoire. Mais concrètement, Ludmilla Cohn, comment est-ce qu'elle a réussi à faire passer la pilule sur l'immigration ? Elle a été élue quand même en disant « Moi, je mets fin à l'immigration clandestine en Italie, on arrête les bateaux, on les arraisonne et tout le monde repart en Libye. » Et puis, quelques années plus tard, on se rend compte qu'en réalité... Oui, enfin, pardon Guillaume, mais les patrons lui disent « C'est pas possible. » Tout à fait. L'Italie, elle est en plein hiver démographique, comme d'ailleurs la France, comme d'ailleurs l'Europe. Elle comprend que l'immigration est une ressource pour faire fonctionner un pays. Mais moi, dans une coalition, il y a quand même Salvini. Je voudrais bien savoir comment est-ce qu'elle a fait pour faire passer la pilule aux Italiens. D'abord, Salvini est minoritaire par rapport à elle. Il y a eu un inversement de rapport de force. Et puis, effectivement, le patronat italien a besoin et il demande de la main-d'œuvre immigrée. Et en plus, si nous prenons le fait qu'il y a une précarisation totale du travail qui a augmenté, n'oublions pas qu'il n'y a pas de salaire minimum en Italie en plus, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux entrepreneurs italiens. Mais le peuple, les gens, les Italiens. Oui, mais les attention, Italiens c'est pas sont du tout désespérés par rapport à la situation, je vous le dis franchement, parce que effectivement, vous avez parlé de la pauvreté. La pauvreté augmente de façon exponentielle. Il y a plus de 5,5 millions d'Italiens qui sont non pas simplement pauvres, mais ils sont à risque de total décrochage de toutes sortes de socialités. Donc c'est quelque chose qui la précarité augmente et il y a la question de nord-sud et aussi des inégalités à l'intérieur du pays qui est assez précisément importante. Sur ce point-là, le bouc émissaire qui a été à un moment donné celui de Meloni en campagne, c'était le migrant, l'illégal, le clandestin. Et elle a quand même réussi à faire passer la pilule. Oui, je parle sous votre contrôle, Ludmilla Cohn. Il y a quand même des conditions extrêmement strictes d'accueil des nouveaux migrants qui ne sont pas, par exemple, en France. C'est-à-dire que pas le droit au regroupement familial. Si vous perdez votre emploi, vous êtes renvoyé chez vous dans votre pays. C'est des conditions qui sont beaucoup plus strictes. Qui sont à la limite des droits de l'homme. On peut dire les choses comme ça. Et puis, ce ne sont pas aussi appliqués qu'on voudrait le croire. D'accord. C'est-à-dire, tout ça, c'est aussi beaucoup de cinéma. En réalité, nous savons très bien que beaucoup d'immigrants arrivent en Italie et souvent vont ailleurs par la suite. Et puis, finalement, les grands bateaux... Peut-être on n'a pas de grande mise en scène avec des grands bateaux, mais il y a quand même une immigration qui continue de toute façon. Et cette immigration, elle se traduit par des emplois qui sont nécessaires parce qu'il y a une baisse démographique depuis plus de 10 ans qui est négative en Italie. C'est-à-dire que là, la croissance négative, et c'est aussi un besoin de main-d'œuvre qui est demandé par les entreprises à tous
les niveaux, que ce soit les grandes ou les petites. D'où aussi l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. C'est vrai qu'on se compare, on doit évoquer ce sujet-là. Depuis la réforme de 2011, c'est quand même 67 ans. Et je disais que dans les projections, d'ici à 2055, ça pourrait être 70 ans, avec des pensions de retraite qui ont baissé, je crois, 2% en 2025. Donc là encore, je me souviens en 2011, au moment où il y avait eu cette réforme des retraites, c'était une réforme qui était considérée comme très austéritaire. Je crois que même la ministre en charge avait explosé en sanglots au moment de présenter la réforme au peuple italien. Donc on est quand même bien avant que Giorgia Meloni n'arrive. Donc ça, c'est même pas à mettre à son crédit sur son courage politique. C'est des choses qui ont été entamées bien avant son arrivée au pouvoir. Par elle. Parce que ce sont des mesures qui sont à un niveau européen. Et je dirais, justement, par rapport à ce que vous dites, c'est sur la question des retraites. Une des choses qui a permis aux Italiens, individuellement et dans les familles, de résister, c'est aussi l'épargne des familles. Or, le pouvoir d'achat des Italiens, le revenu, a baissé de 7% dans les dernières années, selon les statistiques officielles. Donc, il y a vraiment à la fois une stagnation et en même temps une redistribution qui est inégalitaire au niveau du pays et du territoire. C'est-à-dire que le pays va mieux dans ses affichages publics, internationaux, oui. Et les habitants vont moins bien. Moins bien, et la question de la santé préoccupe énormément, parce que y a des coupes qui sont prévues par rapport à la santé qui déjà se portent très 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 mal et qui en plus est régionalisée. C'est-à-dire que Meloni a fait une loi en fait de régionalisation qui fait qu'en fait on va recevoir des fonds de l'État en fonction des revenus déjà préexistants dans les régions. Je vous passe les détails, mais c'est quelque chose qui est pas inadmissible dans un pays comme c'est l'inverse de la France. Oui, c'est l'inverse de la France où on n'arrive pas à convaincre les Français de faire des sacrifices, éventuellement de régresser dans leur situation individuelle pendant quelques années, pour sortir le pays d'une ornière des comptes publics. Toute l'Europe l'a fait. Ces grands plans d'austérité. L'Espagne l'a fait, le Portugal l'a fait, l'Italie l'a fait, l'Allemagne l'a fait en plusieurs temps, d'abord après la réunification, après avec les réformes Schröder, encore maintenant face à certaines difficultés. Nous, on ne le fait pas, parce qu'on a une histoire sociale qui est faite de résistance, de rébellion, et on n'est pas d'accord pour cela. Il n'y a pas de contrat social, nous, du sacrifice individuel pour l'intérêt général. Pour le bonheur public. En tout cas, c'est vrai qu'il y a... Giorgia Meloni elle-même s'adresse à la France pour bien montrer qu'il y a une espèce d'inversion des rôles, puisque pendant longtemps, nous, on se prévalait de notre stabilité institutionnelle remarquable. Et là, c'est vrai que dans l'histoire du pays, elle a la tête du gouvernement qui est un des plus stables de l'histoire récente. Il y a eu un élément très intéressant ce week-end à l'invitation de Marion Maréchal Le Pen et en tant que représentante du groupe ECR, donc les conservateurs et réformistes européens. Elle a posté une vidéo en français où elle disait tout le bien qu'elle pensait de Marion Maréchal et elle appelait à l'union des droites en France, parce que pour elle, c'est la condition de la réussite. Et donc, elle nous donnait gentiment des conseils. Et donc, pour elle, la sortie de crise française passerait par une union des droites qu'elle appelle de ses voeux. Alors, permettez-moi de dire deux choses. D'une part, d'un côté, il y a ce parrainage avec Ursula von der Leyen et Mario Draghi. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que Meloni regarde à droite, très à droite, notamment avec des pays, des partis européens qui sont pour le moins souverainistes, et d'autre part, elle a sa base sociale aussi. Enfin, il faut quand même pas oublier elle a commencé des réformes institutionnelles qui posent question. Une présidentialisation notamment du régime. Notamment, mais avec des conditions quand même très précises, et aussi le fameux DDL sécurité, c'est-à-dire la loi sur la sécurité, qui est absolument invraisemblable. C'est-à-dire c'est une loi qui, pour certains juristes italiens, fait penser aux mesures de Pinochet au début de son... Ah, carrément. Oui. Vous êtes historienne, vous mettez une pièce sur Meloni ? Vous êtes italienne et historienne, vous mettez une pièce sur Meloni compte tenu de tout ce qui s'est dit sur ce plateau ? Elle est présentée comme la pragmatique que l'on n'a pas en France. Je pense qu'elle est pragmatique, mais il y a aussi un contexte, c'est-à-dire on lui a donné le rôle, en fait, de garder quelque part un certain équilibre en Europe, pas que l'Europe s'effondre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense un petit peu ça. D'autre part, la situation est très mobile, tant en Italie qu'en Europe que dans le monde. Vous voyez ? Donc, on ne sait pas. C'est-à-dire que là, concrètement, la situation, pour l'instant, paraît stable, y compris parce que Giorgia Meloni, la femme, la personne nouvelle, etc. Les Italiens sont assommés par Covid et toute une série de crises, et ils ont voté. Mais là, il y a des tensions qui montent de plus en plus.
Et là, on verra un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'elle a réussi son emprise culturelle ? Dernière question. Sur l'audiovisuel public, sur les institutions. Elle essaye, mais c'est très difficile parce qu'il y a une grosse contestation. Il ne faut quand même pas oublier que malgré toute sa volonté de dédiabolisation, il y a quand même des éléments extrêmement préoccupant et je dirais très à droite dans sa politique culturelle aussi, de la censure aussi notamment. Donc par rapport à certains. Merci beaucoup, Ludmila Akon. Mais vous allez nous quitter, mais on va parler justement, vous en parliez aussi, de Trump, qui au sujet de l'immigration prédit l'enfer à l'Europe. On en parle dans un instant sur RCI. À tout de suite. De retour sur le plateau de En toute liberté, on vient d'apprendre qu'une enseignante a été poignardée dans le Bas-Rhin. Raphaël Maillochon, c'est une information TF1 RCI. Oui, c'est sur la commune de Benfeld. On est là dans le 67, effectivement, dans le Bas-Rhin. Selon nos informations, c'est ce matin, au tout début d'un cours de musique. On est là dans un collège, qu'une professeure s'est fait agresser par un élève de 14 ans qui va, selon nos informations, lui porter plusieurs coups au visage à l'aide d'un objet encore non déterminé. On parle parfois d'armes blanches. L'enseignante, selon nos informations, une personne âgée de 65 ans, présente plusieurs coups au niveau du visage. Elle a été hospitalisée en urgence relative. L'élève, lui, a pu prendre la fuite. Il est à ce stade recherché par la gendarmerie nationale. Un élève, selon nos informations, placé dans un foyer. Il a fait l'objet au printemps d'un signalement pour avoir inscrit des croix gammées au niveau d'un mur d'un collège. Le collège a été confiné. Les gendarmes sont arrivés sur place, notamment le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ainsi que la section de recherche de Strasbourg, parce que vous le voyez sur la carte, la commune se situe donc au sud de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Merci beaucoup, Raphaël Maillochon. Vous revenez nous voir si vous avez d'autres informations. On parle tout de suite de Donald Trump, fidèle à lui-même, provocateur, brutal, offensif. À la tribune de l'OU, il a attaqué tout le monde. On l'écoute. Tout ce que j'ai reçu des Nations Unies, c'était un escalator qui s'est arrêté, qui est tombé en panne lorsque j'étais au milieu. Et ensuite, j'ai eu droit à un prompteur qui ne fonctionnait pas. Voilà tout ce que j'ai eu des Nations Unies, un escalator en panne et un prompteur en panne. Merci beaucoup. L'Europe est en grande difficulté. Elle a été envahie par une vague d'immigrants clandestins sans précédent. Personne ne fait quoi que ce soit pour changer la situation. Votre pays va en enfer. C'est la plus grande arnaque au monde. Toutes ces prédictions étaient fausses. Elles ont été faites par des idiots. Et ça a coûté des fortunes à leur pays. Alors avant de parler de Trump qui prédit un enfer à l'Europe sur l'immigration, d'abord sur la tonalité générale de ce discours, Guillaume, un discours de fou furieux comme on peut l'entendre, ou un miroir impitoyable de nos propres contradictions. Comment vous en pensez, vous ? La réalité, c'est que sous les dehors de la blague, l'escalator fonctionne pas, les prompteurs non plus. Je vous ai proposé du marbre à l'ONU, vous auriez pu l'acheter. Il s'est présenté en promoteur immobilier, tout de même. En réalité, moi, j'ai quand même entendu quelque chose d'extrêmement cohérent et en fait assez structuré. C'était vraiment un moment unipolaire, c'est-à-dire je suis le centre du monde et je vous dis à vous comment le monde fonctionne aujourd'hui, et j'ai même envie de dire froid polaire, parce qu'il a glacé son auditoire. En 2018, quand il était arrivé, c'était un peu le gag. Il faisait un peu rire tout le monde, même parmi les populistes. En 2025, lorsqu'il arrive, en réalité, il a été rallié par les ultra-conservateurs, sa base MAGA, évidemment, les civilisationnistes. Il est rallié également par les seigneurs de la tech, donc il arrive extrêmement musclé. Et tout cet ensemble, ces trois ensembles, ils ont un point commun, c'est la règle de droit qu'ils attaquent en règle. La règle de droit, sur le plan civilisationnel, on l'a entendu, elle ouvre les vannes, dit-il, à l'immigration en Europe. Elle détruit la manière dont vous êtes construits, vous, Européens. Vous êtes en train de sacrifier ce qui fait votre sel, ce qui fait votre âme. C'est ce qu'il dit très concrètement, quasiment dans ces termes-là. Et puis la règle de droit, elle crée des déséquilibres, dit-il, au profit du délinquant, de l'illégal, du migrant, versus la victime. On a vu en Grande-Bretagne les immenses manifestations, celle de Tommy Robinson, avec des
croix de Saint-Georges avec des drapeaux anglais. Pourquoi ? Parce que des hôtels accueillent des migrants là-bas et qu'ils ont été réouverts et que ces migrants, certains d'entre eux, évidemment, ont menacé des femmes là-bas, les Pink Ladies. Donc là, il dit ça, la règle de droit sur le plan civilisationnel, c'est la destruction assurée de l'Europe en particulier. La règle de droit, c'est aussi quelque chose qu'il attaque quand elle est internationale à l'ONU, qui est le temple du multilatéralisme. Et ce temple-là, eh bien, il dit quoi ? Impasse au Moyen-Orient, impasse en Ukraine, vous êtes incapable de régler les conflits. En réalité, ce qui fonctionne, c'est la force. Et c'est le droit de la force plutôt que la force du droit. Ça, il le dit. Et puis, règle de droit encore, elle empêche le business, la règle du droit. Nous, on a envie de fracturer. On a envie d'aller chercher du gaz de schiste. Vos fables avec le dérèglement climatique, on a le meilleur air de la planète, on a le charbon le plus propre aux États-Unis. Venez chez nous, votre règle de droit, elle nous empêche de faire du business. Et de ce point de vue-là, il faut se rappeler le discours de Riyad. Il avait voyagé au Moyen-Orient, il avait dit le régime change, c'est terminé. Je me fous du CV de mes interlocuteurs. Ça peut être MBS, ça peut être Poutine. Moi, je veux businesser. La règle de droit, elle empêche le business. Qu'est-ce qu'il nous dit en creux ? Il nous dit que la démocratie, c'est un frein. Et qu'en fait, à choisir, mieux vaut la liberté plutôt que la démocratie. Il n'est pas le seul. Il y a un type qui s'appelle Peter Thiel, qui dans son entourage, le fondateur de PayPal, il a Palantir aujourd'hui, et il dit exactement la même chose. À choisir, on choisit la liberté et on écarte la démocratie. La démocratie contre la liberté, Blanche Loridon. Oui, alors Guillaume a parlé d'un Trump qui s'était présenté en promoteur immobilier. C'était aussi un Trump stand-upper qui renouait avec son goût du divertissement et de la mise en scène. Pour mémoire, c'est un discours qui aurait dû faire une quinzaine de minutes, il en a fait 56. C'est peut-être dans l'histoire des discours des présidents américains à la tribune de l'ONU le plus long. Et il a bien voulu montrer à quel point il faisait fi de l'ensemble des codes, puisqu'on avait quand même un discours qui, sur la forme, était assez décousu, assez virulent, effectivement, à l'égard de ses partenaires européens. Alors, Fulter, qui semble-t-il a remarché, presque ça l'arrange, ces espèces de malheurs techniques, à la fois sur, Guillaume l'a mentionné, l'escalateur qui ne fonctionne pas, le prompteur qui ne fonctionne pas. C'était la démonstration par l'exemple de l'inefficacité d'une assemblée onusienne qu'il juge totalement inefficace et dysfonctionnel. Non, c'est quand même un discours assez, qui fait froid dans le dos à plein d'égards sur le climat en particulier. Voilà, le climato-scepticisme dans toute sa splendeur dans la bouche du président américain. Et puis ce qu'on dit peu aussi, c'est que on s'attendait à ce qu'il y ait une réplique peut-être un tout petit peu plus nourrie sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Il a évacué ce sujet-là d'un revers de main. Ça il a dit évoqué. En gros, il est resté sur sa ligne. Il faut libérer les otages. C'est surtout une reconnaissance, c'est une médaille, une récompense pour le Hamas. Et c'est vrai que là aussi, alors qu'on l'attendait là-dessus, il dit non, c'est moi qui impose mes propres règles et voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et je veux pas rentrer dans vos déclarations de papier avec absolument aucun impact dans la réalité. Regardez-moi, j'ai réussi à résoudre 7 conflits dans le monde. Alors ça, je crois qu'il faudrait vérifier. Et lui-même dit, tout le monde veut me donner le prix Nobel. Je ne sais pas qui précisément veut lui. Mais il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal qui ont déjà fait, puisque c'est les présidents qui soumettent des noms. Oui, pour les le anciens Nobel ont beaucoup de poids sur les futurs Nobel. Le comité Nobel avait fait une erreur en le décernant à Barack Obama, à peine élu, qui n'avait rien fait pour la paix. Et puis surtout, après, il avait parlé d'une ligne rouge en Syrie. Exactement, et on n'a pas été jusqu'à intervenir alors que les armes chimiques avaient été utilisées en Syrie. Et ça serait un déshonneur pour le comité Nobel que de nommer Trump, avec son agitation permanente et sa manière d'embarquer dans une forme de mythomanie. Parce que quand il dit j'ai arrêté cette guerre, non, il n'a pas arrêté cette guerre. Pas depuis 7 mois en tout cas. Voilà. Donc non, ça serait pas possible, ça serait récompensé des affabulations. Et puis cette théâtralisation où seule la loi du plus fort compte et où en effet l'état de droit est battu en brèche. Voilà. L'état de droit n'est plus un modèle à célébrer selon Donald Trump. Le rapport de force, le business, la liberté totale du marché, tout ça doit être plus fort. Merci. C'est l'ère des prédateurs, hein, c'est du lait dans l'Italie. Oui, mais alors justement, l'heure des prédateurs, vous avez un art merveilleux et subtil de la transition, Christophe, puisque c'est la phrase qui fait du bruit. Dans son discours, il a dit que la Russie était un tigre de papier. Le président Trump, on l'écoute.
C'est une guerre terrible qui aurait dû se terminer. La Russie aurait dû y mettre un terme. Ça fait 3 ans et demi, les Russes ne sont pas allés très loin, donc nous verrons ce qu'il se passera. Car les Ukrainiens peuvent encore se battre et ils l'ont prouvé. Peut-être que la Russie n'est qu'un tigre de papier. 3 ans et demi de combat, à tuer tout le monde, 7000 personnes chaque semaine, et tout ça pour rien. C'est un volte-face qui est quand même assez spectaculaire. Souvenez-vous des images de la Maison-Blanche du mois de février et les mots qu'il utilisait à l'égard de Zelensky. Et là, désormais, il semble avoir revu un petit peu sa copie et dit non seulement Poutine peut perdre, mais en plus de ça, l'Ukraine pourrait récupérer l'intégralité de ses territoires d'avant 2022. Donc là, on est quand même sur un changement de discours où alors, il faut voir, et c'est là où c'est intéressant et ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire précédemment, il faudra voir le lien entre le discours et les actes. Est-ce que le soutien qu'il a affirmé à demi-mot à l'égard de l'Ukraine via l'OTAN va se concrétiser? Est-ce qu'il va vraiment livrer des armes défensives à l'Ukraine qui vont lui permettre de vaincre la Russie? Mais c'est vrai que ce volte-face-là, c'est peut-être le point qu'on retiendra de la soirée d'hier dans la doctrine Trump à l'égard de ce conflit-là. Après, l'expression tigre de papier me semble particulièrement malvenue pour tous les Ukrainiens qui sont morts dans cette guerre, mais aussi pour tous les soldats russes qui ont été envoyés au casse-pipe. Ouais. Le tigre, il n'est pas de papier, il a des vraies dents et des vraies griffes. C'est peut-être l'expression colosse au pied d'argile qu'il aurait pu employer, parce que là, en effet, on peut se dire que démographiquement, économiquement, la Russie se prépare à un avenir sombre en détruisant son énergie, en brûlant son énergie dans cette guerre folle. Mais le tigre de papier, non. On a vu en Anchorage, en Alaska, que c'est ce que je voulais vous dire, Christophe. C'est Trump qui était quand il a reçu Vladimir Poutine à Anchorage, il a fait passer « Oh, regardez mon bel avion au-dessus de la tête de Poutine », etc. On avait l'impression je sais pas, qu'il était quand même un peu subjugué. Mais oui. Il a été retourné par Poutine. Il devait sortir de ce sommet avec un cessez-le-feu, puis finalement, non. Oh, le cessez-le-feu, c'est pas une bonne idée. Mieux vaut une paix globale. Ce retournement de Trump, c'était quand même une grande victoire pour Poutine. Bien entendu, il n'arrête pas de se retourner, en fait. Alors, mais justement, et c'est pour ça qu'au risque d'être en désaccord avec Blanche, moi je pense que souvent vous êtes en désaccord avec Blanche. Je pense que tout ça, c'est du déclaratif et ça n'a rien d'un revirement stratégique. C'est même peut-être, encore une fois, un peu plus cohérent qu'il n'y paraît. Parliez de l'Alaska, on a vu des images. En effet, il lui déroule le tapis rouge, il l'applaudit, bienvenue Monsieur Poutine. Ils s'enferment tous les deux dans leur voiture. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que pour le moment, il a jamais fait sanctionner la Russie. Il a même proposé aux Européens de sous-traiter les sanctions envers les Chinois, les sanctions secondaires. Et puis, quand vous arrêterez d'acheter du gaz et du pétrole, à ce moment-là, je me mets. Attendez, là, il a ça, c'est ce qu'il a dit contre les Russes, contre les Européens qui continuaient à acheter du gaz. Mais donc, en fait, il fait sous-traiter et il dit aux Européens, une fois que vous arrêtez d'acheter du gaz et du pétrole, à ce moment-là, je commencerai peut-être à imaginer de sanctionner peut-être la Chine, peut-être la Russie, peut-être l'Inde, etc. Il a commencé avec l'Inde. Tout ça, pour moi, c'est du déclaratif. Je vous fais les sous-titres. C'est une petite carte postale qu'il envoie à Poutine. Il lui dit « Mon ami, prends tes gains, il est temps de te retirer. T'es enlisé, en effet, ton économie ne va pas bien. Ça, c'est vrai, il est informé. En effet, tu t'enlises, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que tu mènes cette guerre sans parvenir à tes objectifs. Zelensky résiste, il est là et il ne tombe pas. Tu n'iras pas plus loin que les 20% que tu as pris. Prends tes gains, comme au casino. De toute façon, c'est une diplomatie casino. Prends tes gains, 20% du territoire et la Crimée. 20% du territoire et la Crimée, ce sont des gains qui sont substantiels. Un accès au mer chaude de la mer Noire, un accès au mer chaude de la mer Noire via Mariupol pour Poutine, c'est un gain substantiel. Prends tes gains, retire-toi du jeu et commençons à businesser. C'est exactement, de mon point de vue, ce que Trump, lui envoyant une petite carte postale de l'ONU qui ne l'engage pas plus qu'à faire du déclaratif, envoie à M. Poutine. C'est ainsi que je vois les choses. Vous êtes d'accord, Christophe? Une petite carte postale comme ça? Je pense que les deux points de vue sont conciliables. C'est en disant l'Ukraine pourrait gagner, l'Ukraine pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire envahir une partie de la Russie, que Trump envoie le message « Vladimir, arrête-toi là. T'as le Donbass, t'as la Crimée, c'est bien payé. » Ça veut dire aussi, et là c'est plutôt apporté à son crédit, c'est peut-être qu'il a une perception du temps long, Trump. L'Allemagne est restée divisée en deux 44 ans, la Corée est divisée en deux depuis 53 ans. Le territoire que l'Ukraine ne récupérera pas par les armes dans les mois qui viennent, l'Ukraine le récupérera par la diplomatie dans les décennies qui viennent. Bon, il y aura une regardez Russie... la Crimée, ils l'ont jamais récupérée. Non, ils l'ont jamais récupérée, mais d'abord, la Crimée c'était tatar. Puis ça a été russe, ça a été donné à l'Ukraine dans des accords léonins par Staline. Franchement, c'est un territoire sur lequel on peut beaucoup gloser. Ah, d'accord, mais c'est par la diplomatie
que dans la Russie d'après Poutine. J'irais même jusqu'à dire que dans la Russie d'après la Russie, parce que la démographie, c'est quand même la disparition d'une certaine forme de Russie, eh bien, la redistribution des cartes se fera. Mais très honnêtement, il a du flair, beaucoup de flair. Donald Trump a un instinct incroyable politique, il est spectaculaire, et effectivement, il piétine le droit international comme il le peut, mais vous pensez vraiment qu'il s'inscrit dans le temps long diplomatique, qu'il regarde la Grande Russie, les États-Unis Une intuition. Une intuition peut-être, il n'en manque pas. Allez, on fait une petite pause et puis dans un instant, on va revenir évidemment sur cet élève qui a poignardé une de ses professeurs dans le Bas-Rhin. On va y revenir sur cette histoire des fléaux des armes blanches et de la violence des jeunes. À tout de suite sur ici. Et de retour sur le plateau dans toute liberté, on est avec Raphaël Maillechon du service police-justice TF1 LCI. Raphaël, donc on a appris cette attaque au couteau dans le Bas-Rhin, dans un collège. Oui, et on vient de l'apprendre à l'instant. L'auteur, le suspect, l'auteur présumé, âgé de 14 ans, a été donc interpellé par les gendarmes. Et lors de son interpellation, nous dit-on, il s'est lui-même porté des coups de couteau, donc une interpellation qui s'est déroulée il y a seulement quelques minutes, parce que aux alentours de 8h30 environ ce matin, en salle de classe, cet adolescent, ce collégien âgé de 14 ans, a agressé pour une raison qui reste encore indéterminée, inconnue, sa professeure. Selon nos informations, c'est une enseignante qui est âgée de 66 ans, qui présente des blessure au niveau du visage, commis donc à l'aide d'une arme blanche. Une personne qui a été admise à l'hôpital en urgence relative. Ses jours ne sont pas en danger. Selon nos informations, ce jeune de 14 ans avait fait précédemment parler de lui parce que au printemps, il avait fait l'objet d'un signalement pour avoir inscrit, nous dit-on, des croix gammées sur le mur de son propre collège. Sur place, il y a donc énormément de gendarmes, notamment de la section de recherche de Strasbourg, qui sont arrivés dans l'enceinte du collège qui a été confiné. Raphaël, Nogent, Antibes, Nantes, Arras, ces histoires d'attaques au couteau, c'est quoi? C'est plus des faits divers, c'est des faits de société, là. Oui, on a beaucoup parlé effectivement de ces faits-là, avec en point d'orgue, je me souviens, début juin, du côté de Nogent-sur-Seine, cette assistante d'éducation âgée de 31 ans qui avait été mortellement touchée au couteau, et cette fois-ci devant le collège, alors qu'il y avait des gendarmes en sécurisation. Un adolescent, là aussi âgé de 14 ans, avait sorti un couteau avant de la poignarder à plusieurs reprises. Elle était décédée des suites de ses blessures. J'ai ressorti quelques chiffres en source éducation nationale. Sur l'année scolaire 2023-2024, il y a eu 16 incidents graves pour 1000 élèves, 19 pour 1000 au niveau du collège. Et voilà, face à cette recrudescence des faits... 16 pour 1000, mais c'est énorme. Oui, 16 pour 1000 et 19 pour 1000 au collège. Un incident sur 20 motivé par du racisme, de l'antisémitisme ou de la xénophobie. Et un nombre d'opérations à vous donner au printemps. Il y a eu énormément d'opérations de fouilles des sacs. 6002 opérations, c'était le ministère de l'Intérieur qui nous donnait ces chiffres, 186 couteaux saisis, donc en 2 mois, entre le 26 mars et le 26 mai. Il y a eu récemment aussi l'attaque au lycée horticole d'Antibes. Enfin, on a l'impression que c'est partout en France, Christophe Barbier. Oui, et on a l'impression aussi que l'exécutif essaye de proposer des solutions, fouille de sacs aléatoires et pourquoi pas des portiques, etc. Mais on n'arrive pas à régler ce problème. Le risque zéro n'existera jamais. Les mesures prises sont efficaces puisqu'on a saisi près de 200 couteaux. C'est pas rien quand même. Maintenant, je pense que c'est à la conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, les spécialistes médecins le disent, il y a quand même un immense trouble psychologique de la jeunesse depuis la Covid. Donc on a perdu le contrôle d'une partie de cette génération. Il faut s'en préoccuper. C'est un problème de santé publique. Ouais. Ensuite, il y a tout l'imaginaire que peut véhiculer l'actualité, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. À chaque fois, on refait le procès éternel. Troisièmement, il y a le recours à l'arme blanche. C'est terrible parce que c'est une arme accessible, facile. On ne va pas interdire les couteaux de cuisine. Ça équivaut au pistolet aux États-Unis. Voilà, mais nous sommes protégés des armes à feu par notre législation. C'est quand même encore difficile aujourd'hui de se procurer une arme à feu, surtout une arme à répétition, une arme de guerre en France. Et puis enfin, il y a un dernier élément, c'est cet univers scolaire
qui est un mélange d'autorité, d'éducation, de libération. C'est là souvent que convergent les violences. Entre élèves, dans la cour de récréation ou à la sortie de l'école, rappelez-vous Elias tué pour avoir refusé de donner son téléphone portable, entre les élèves et l'autorité, le professeur, et puis cette violence qui s'appelle aussi le harcèlement scolaire, qu'on devrait plutôt appeler d'ailleurs le harcèlement à l'école ou dans l'environnement de l'école, et qui participe parfois de montées en tension, qui se termine par des règlements de compte. Guillaume, non, mais qu'on va pouvoir régler un jour le problème. Non, mais je suis assez frappé. Après, il faut réfléchir encore une fois à l'arsenal législatif qui permet à un moment donné d'encadrer, de prévenir et surtout de punir. Il est question à un moment donné d'aller plus loin vers les peines de prison qu'encouraient des mineurs porteurs ou d'armes blanches et dans le pire des cas les utilisant et dans le pire des cas tuant en effet leur professeur. Il y a tout ce que vient de dire Christophe. Il y a à la fois un problème d'autorité, il y a un problème d'époque, mais il y a aussi un problème de droit qu'il va falloir à un moment donné résoudre. Ça sera probablement Gabriel Attal a proposé une nouvelle loi. Si le tout répressif est nécessairement pour ces publics-là aussi jeunes, la bonne réponse, Christophe Barbier l'a bien dit. Il y a aussi une jeunesse qui est dans un mal-être inédit, je pense, depuis le Covid. Effectivement, nous, à l'Institut Montaigne, on avait fait cette grande enquête avec la Mutualité française et Terram qui montrait à quel point les troubles psychiques chez les jeunes étaient développés. Donc il y a cette confrontation à un univers, un imaginaire rempli de violence. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, parfois, on a du mal à le gérer et donc on comprend. Alors ça n'absout et ça n'excuse en tout cas pas tout, mais je crois que se précipiter sur une réponse qui soit il faut les mettre en prison de plus en plus jeunes ne va peut-être pas, à mon sens. Non, mais l'approche, elle doit être effectivement multiple. Vous avez raison. Il y a un énorme problème avec une jeunesse qui est totalement désœuvrée et qui perd pied. Mais il y a aussi peut-être une règle de droit à reconsidérer qui permet à un moment donné de mettre un marqueur. Quand l'autorité fait défaut, et notamment au collège ou au lycée, une règle de droit qui est un peu dissuasive, ça peut être aussi un marqueur. Ça peut empêcher peut-être quelqu'un de passer à l'acte. Mais je pense qu'effectivement, là où je vous rejoins, c'est que l'approche, elle doit être combinée. Sans quoi, on va dans le mur, mais je pense que ça sera un débat de 2027, malheureusement. Et il nous reste 2 ans avant 2027. Ouais. Bah, on n'a pas de gouvernement et personne n'a d'idée. Donc, on est... Oui, Raphaël Maillot-Chauvat. Oui, sur un plan très concret au niveau de la préfecture de police de Paris. Donc, Paris et la Petite Couronne, énormément de rixes, avec armes blanches, on en parlait à l'instant. Et donc, il y a eu ce plan couteau entre la ville de Paris, le rectorat et la préfecture de police de Paris, avec notamment un rappel fait dans les collèges, dans les lycées. En cas de port d'armes, c'est 15 000 € d'amende, jusqu'à 100 000 € d'amende si on pénètre avec une arme dans une école, dans un établissement scolaire. Ce rappel est fait en ce moment, notamment depuis la rentrée dans les collèges et lycées franciliens. C'est ça la règle de droit, hein. C'est pas simplement jeter les gens en prison, c'est 100 000 € d'amende. Il y avait les boules d'arriver avec un couteau. Il y avait, je le disais tout à l'heure, une proposition de Gabriel Attal, Christophe, si je ne m'abuse, sur la justice des mineurs, renforcer la justice des mineurs. Cette fameuse ordonnance de 1945 qui est sans cesse remise. 1945, on est en 2025. Exactement. Comment on peut C'est un grand principe constitutionnel de dire qu'il y a une spécificité pour les mineurs. Moi, ça me choque pas que ce soit encore en cours aujourd'hui. Cette spécificité, les mineurs restent des mineurs, qu'on soit en 1945 ou qu'on soit aujourd'hui. Non, mais le monde a changé, Blanche, ça vous a pas échappé quand même. Bien sûr, mais il y avait énormément de violence aussi en 1945. Donc non, moi, ce principe-là, c'est un principe fondateur. Il a d'ailleurs été reconnu par le Conseil constitutionnel, il me semble, comme un grand principe de la République. Donc je sais pas si c'est ça qu'il faut remettre en cause. Il y a déjà eu une réforme de la justice des mineurs qui avait été engagée par Madame Belloubet quand elle était garde des Sceaux, dont on n'a pas encore suffisamment de recul pour analyser la portée, mais si je comprends bien qu'il y a plutôt permis des avancées positives, donc plutôt que de se précipiter pour une nouvelle loi, essayez au moins de prendre le temps de regarder les conséquences. On risque pas de se précipiter parce que quand on les propose, de toute façon, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Oui, parce qu'il faut reprendre les choses sur leurs fondamentaux. Qu'est-ce que la minorité ? Qu'est-ce que la minorité ? Un mineur ne risque pas plus de la moitié de la peine prévue pour un majeur. Est-ce qu'on redéfinit ce qu'est la minorité ? On l'a fait, hein. La minorité sexuelle, par exemple, a été redéfinie. On a bougé le curseur. Le consentement pour des relations sexuelles, on l'a rapproché d'un critère plus jeune, avant un certain âge. Tardivement, par rapport à tous les pays d'Europe. C'est considéré comme impossible. Oui, 15 ans. Donc, on peut faire cela, mais il faut le faire dans les règles, pas dans l'emballement d'une loi qui répond à des faits divers. Christophe, vous ne pouvez pas dire... Ça sera au cœur
de la présidentielle de 2027. Vous pouvez pas dire, il y a un emballement. Enfin, si je vous fais la litanie de ce que les Français entendent, on dit, il faut pas régler les choses en réagissant à un fait divers à un moment. Quand vous entendez ces litanies, pratiquement toutes les semaines maintenant. Oui, mais pourquoi ça ne passe pas la barrière du Conseil constitutionnel? C'est pas parce que les juges du Conseil constitutionnel sont des espèces de laxistes qui ont envie que les enfants se poignardent dans les rues. C'est parce que les lois sont mal écrites. Et qu'à ce moment-là, il faut reprendre les critères, repenser ce qu'est notre bloc de constitutionnalité, il n'est pas intangible, on peut bouger, repenser éventuellement, certains le proposent, notre loi aux juridictions européennes et aux règles de droit européennes, et ça se débat face à la nation. Ça se débat pas dans un coin de table à l'Assemblée nationale pour essayer de faire passer un texte. La plupart des textes, et Dieu sait si on en a fait sur ce domaine-là, ils ont été faits trop vite et trop mal. Donc prenons le temps d'avoir un grand débat collectif pour voir comment on répond aux défis de notre temps. Les réseaux sociaux ont tout changé, l'arrivée de nouvelles populations ou avoir 13 ans. Ce n'est plus la même chose qu'avoir 13 ans, en effet, en 1945. Non. Ça doit être repensé. Il faut écouter les enseignants, il faut écouter les médecins, il faut écouter les magistrats. Il ne faut pas tomber dans le laxisme. Oui, il y a des mineurs qui doivent être immédiatement privés de liberté pour éviter qu'ils s'endurcissent dans le crime. Comment on le fait? C'est l'exemple Mohamed Amra. Ça finit par deux morts au péage de je sais plus. Incarville. Lui, on l'a 15 mentions dans son casier judiciaire. Quand on rate la sanction immédiate, on le paye très très cher des années après. L'individu le paye cher, la société le paye cher. Donc réfléchissons collectivement aux meilleurs moyens d'éviter que un gamin qui a 14 ans se promène avec un couteau devienne un tueur à 25 ans. Mais ce débat, pardon, mais en 2017, il n'a pas eu lieu. En 2022, il n'a pas eu lieu. Là, il aura immanquablement lieu en 2027. Pourquoi? Mais pour abonder, pourquoi plus? Parce que c'est un moment présidentiel, c'est un moment où on met tout sur la table, c'est au moment où on est programme contre programme, solution contre solution, et qu'à un moment donné, on appelle les Français à faire des choix clairs et nets. Simplement, pour rebondir dans le sens de Christophe, c'est vrai qu'in fine, ceux-là même qui critiquent le laxisme des juges du Conseil constitutionnel, que sais-je, sont ceux-là qui écrivent la loi, sont les députés, les lawmakers, comme on dit en anglais. C'est très clair. Lawmaker, c'est celui qui fait la loi. Et qui fait la loi, qui l'écrit, c'est effectivement le député. Alors on peut être dans la surinflation législative, ça ne règle aucun problème. Voilà, on est enflé de lois répressives qui ne servent à rien parce qu'elles ne résolvent rien. Qui passent pas le Conseil constitutionnel de toute façon. Qu'elles ne résolvent rien. Mais 2027, moi je rejoins Christophe, ça sera le grand moment. On mettra tout sur la table et il sera temps à ce moment-là de se positionner. Mais vous êtes très optimistes tous les deux, espérant qu'il y aura une belle campagne en 2027, Blanche. Oui, alors c'est vrai que ce qui change, c'est que le président Macron, a priori, ne peut pas se représenter. Donc le champ est plus ouvert, disons. Raphaël Maillochon. Quelques éléments de contexte, parce qu'on débat beaucoup de la violence des mineurs. Cette fameuse ordonnance de 1945, je vais vous donner quelques chiffres. Depuis 2016, quasiment 10 ans, le nombre de mineurs poursuivis par la justice a baissé de 25%. Plus de 64 000 mineurs en 2016, 48 000 en 2023, mais, parce qu'il y a toujours des mais dans la vie, les actes les plus violents chez les mineurs augmentent assez fortement. Ainsi, le nombre d'adolescents poursuivis pour assassinat, meurtre, coups mortels, violences aggravées a quasiment doublé, quasiment sur la même période. De 2017 à 2023, on était à 1200 faits pour meurtre ou assassinat en 2017, 2095 en 2023. Donc on le voit, moins de mineurs poursuivis par la justice, mais de l'autre côté, l'autre revers de la médaille, c'est que la violence est exacerbée avec des faits d'assassinat ou de meurtre pour des enfants qui ont 13, 14, 15 ans. Bah oui, franchement, c'était une phrase de Gabriel Attal qui disait on peut pas réfléchir, penser la société française sur ces vieilles données de 1945, de l'après-guerre. On a réfléchi une société qui n'a plus... Enfin, oui. Même sans remonter à 1945, l'utilisation des mineurs par les réseaux de narcotrafic, parce qu'ils savent que les mineurs risquent moins. Bien sûr. C'est un phénomène qui a surgi depuis une dizaine d'années. Il faut qu'on trouve une réponse à cela. Est-ce que c'est avec les mineurs concernés qu'il faut être plus dur, ou est-ce que c'est avec leurs commanditaires ? Et que utiliser un mineur dans une démarche criminelle doit être une circonstance aggravante qui alourdit la peine, c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Guillaume, vous aviez dit que finalement vous avez fait des petits calculs parce que vous sortez souvent votre petite calculette. Ouais, c'est vrai. Et vous vous étiez dit, quand on avait fait un débat sur le narcotrafic justement,
que quand vous étiez chouf, c'est-à-dire quand vous aidiez les bandes à faire le guet, finalement, vous étiez moins bien payé qu'au McDo, dans la restauration rapide. Non, mais vous avez très bonne mémoire. En effet, oui, j'avais sorti ma calculatrice à ce moment-là. Vraiment, et dans le pire des cas, on gagne à peine le salaire d'un plongeur dans un restaurant quand on échouffe. Donc franchement, là aussi, dans le paquet des mesures auxquelles à un moment donné il va falloir penser quand on mettra tout sur la table en 2027, comment inciter aussi par le travail à remettre une jeunesse en direction de quelque chose qui construit un avenir, qui construit une identité, qui construit une cohésion. Et ça passe aussi par le travail et par l'idée qu'en fait, on paye mieux en réalité dans un restaurant en étant serveur qu'en faisant le chouf à vendre 3 barrettes de shit à quelqu'un qui continuera à fumer des joints et qui finalement ne fera rien de plus que revenir vous voir, et vous étant instrumentalisé, le pire étant à un moment donné que vous passiez au cran d'après, vous sortiez une arme et que vous alliez tuer des gens. Ah oui, parce donc il y a quelque chose de très très global et très honnêtement mieux protéger nos enseignants aussi, je crois que c'est mieux protéger pas les oublier. Non, mais il y a quelque chose de très très global et c'est pour ça que là encore une fois, oui, 2027 ça va être crucial et on aura une belle campagne, je le crois. Parce que les problèmes nous sautent à la figure. On attend la belle campagne de 2027, mesdames et messieurs les politiques. Merci à tous les trois d'être passés sur le plateau de En toute liberté.